votre aventure. Non, non, c'est bon. Qui, au niveau de l'Institut Pierre Gardette, donc moi je m'occupe plus de la transcription, de restitution. Fabio, qui est là, travaille davantage sur le glossaire. Et on travaille également avec Jean-Baptiste Martin, Jean-Pierre Gerfaux, une pensée que vous avez en nom. Et eux travaillent davantage sur la traduction et sur l'aspect historique. Alors, je vous propose d'abord une présentation du document et des acteurs, ensuite le contenu des documents, et je finirai par une présentation assez rapide sur la langue. Donc ce sont les contes du fief de Poncin. Poncin est actuellement un petit village dans l'Ain, au département de l'Ain. Là on a le Rhône et on a Lyon. Et Poncin, dans le département de l'Ain, se situe à ce niveau-là. Donc les contes font partie d'un document très important pour l'histoire des seigneurs, des Thouars et Villars, et pour l'histoire du département de l'Ain en général. Le registre est conservé aux archives d'État de Turin, sous la côte, Camarale Savoia Inventario numéro 165, Mazzo numéro 1, et fait partie d'un ensemble plus vaste. L'ensemble plus vaste est répertorié, je vous donne l'intitulé, volume numéro 165, garde-robe 43, inventaire des comptes sommaires, registre rouleau des restats de revenus et des subsides des châtelains, des provinces de la Savoie, Pays de Bresse, Bugey, Vaud, Valais, Val d'Aoste et principauté de Piémont. Donc l'ensemble des documents qui est contenu dans cet inventaire provient de l'administration du duché de Savoie, et on était en droit en fait de penser que les documents relevaient effectivement de ce duché, et qu'on avait affaire à la comptabilité de ces duchés. En fait, il n'en est rien. On trouve dans le registre les comptes des seigneurs de Thouars et Villars qui vont sur les années 1338 à 1353. La période 1338-1353, c'est le début de la guerre de 100 ans, c'est la Grande Peste, et au point de vue historique, c'est aussi le rattachement du Dauphiné au Royaume de France, événement dans lequel les sires de Thouars et Villars jouent un rôle assez important. Donc dans ces documents, on a les revenus de la seigneurie pendant cette période, et pour nous, le fait qu'il soit écrit en franco-provençal, en fait, apporte un intérêt supplémentaire. Ce registre est en papier. Voilà, ça correspond, je vous en ai distribué quelques exemplaires. En papier, environ 280 folios, écrit recto verso, donc 560 pages. Et la plupart du temps, le texte est écrit sur 2 colonnes. Les pages ne sont pas foliotées, mais vous voyez dans la vue que je vous propose, en haut, 31. Et en fait, ce qu'on a en intitulé, dans le haut en tête de la page, c'est l'année et non pas le numéro de la page. Ce qui fait qu'on va avoir 31 peut-être pendant 5 ou 6 pages. Donc au début, on se dit, mais ils ont numéroté comment? Et en fait, quand on lit, on se rend compte que c'est par rapport à l'année. Bon, le document est globalement en assez bon état, même si un certain nombre de pages sont mouillées. Alors parfois, ça rend la lecture difficile. Donc, nous nous intéressons au fief de Poncin, qui est régi par les sires de Thouars et Villars. La famille, donc Thouars, s'est alliée par mariage à la famille Villars. Et ce, en 1187. Ce qui fait qu'on a une principauté qui est assez étendue, qui se trouve sur une grande partie de la Dombe du Bugey, et qui va s'agrandir au cours des siècles, en fait, sur le XIIIe et XIVe siècle. On a, outre l'espace dans l'Ain, on a aussi des dépendances plus au sud, le long du Rhône, et quelques espaces sur les bords du Léman. Pendant le XIVe siècle, en fait, le grand souci des seigneurs, c'est de rassembler leurs terres. On a les espaces des Villars, on a les espaces des Thouars, et il y a un trou au milieu. Donc, ils aimeraient avoir un espace continu. Et donc, on a notamment dans la région d'Ambronay. Et de l'autre côté, on a les comtes de Savoie, qui ont aussi des possessions qui sont dispersées,
et qui veulent essayer de faire un ensemble continu. Donc, les sires de Thouars-et-Villars vont, pendant le cours du XIVe siècle, en fait, vont lutter avec la Savoie. La Savoie bénéficie de son côté de l'appui du Beaujolais, en fait, l'appui des Beaujeux, et les Thouars-et-Villars, eux, bénéficient de l'appui des dauphins du Viennois. La lutte tourne à l'avantage de la Savoie, qui finit par acquérir par échange toute la rive droite du Rhône qui appartenait au Dauphiné. Et comme ça, en fait, les Thouars-et-Villars se trouvent séparés de leur appui, les dauphins du Viennois. Bon, le temps passe. Humbert VII, donc l'un des derniers sires, se trouve sans enfant et il commence à distribuer, si on peut dire, ses terres, ou laisser partir, soit par échange, soit par accord. Donc il y a une partie de ces terres qui va partir au duc de Bourgogne, et puis une partie aussi va partir, la terre de la Dombes va partir auprès de Louis de Bourbon, seigneur du Beaujolais. Et en 1404, il vend le reste de ses terres à Amédée VIII de Savoie. Donc la division des terres, ou la répartition des terres, si vous voulez, la suite aux ventes, entraîne en même temps la dispersion des archives. Les archives qui étaient rassemblées autour des sires de Thouars-et-Villars, elles vont se trouver dispersées. On va avoir d'un côté chez les Bourbons, on va en avoir en Savoie. Et aujourd'hui, au niveau des archives nationales, on en trouve dans les archives de la Côte d'Or, dans la Savoie et à Turin. Donc, ce qui fait un joyeux bazar, si vous voulez, pour réussir à rassembler les propriétés des uns et des autres. Donc, on a commencé par, je vous ai mis ça en on a commencé par publier le fief de Poncin, là. Et chez l'éditeur, le fief. Les fiefs de Cerdon et du Barneau, actuellement, on travaille sur Apremont et Armand. Bon, vous allez dire pourquoi c'est ordre. En fait, dans notre équipe, on a quelqu'un qui est originaire de Poncin, qui actuellement a effectivement la châtellenie de Poncin comme possession. Donc, bon, voilà. Après, on a commencé, on est parti du sud pour remonter vers le nord. On aurait pu suivre un autre. Donc jusqu'à présent, pour les Thouars-et-Villars, on connaissait un seul registre de comptes, classé en Côte d'Or. Il est souvent aux archives de la Côte d'Or, et dans ce document-là, pour nous, on a 290, là on est à 245 photos, ce qui représente aussi un nombre important, mais on est sur la période 1361-1370. Il concernait les recettes et les dépenses de l'hôtel du Seigneur dans chacun des châteaux où il se déplaçait avec sa cour. Donc, le registre de Turin va de 38 à 53, c'est celui sur lequel nous travaillons. Se place donc chronologiquement, avant celui de Côte d'Or, qui va de 1361 à 1370. Alors, les possessions héréditaires de Thouars-et-Villars sont divisées en châtellenies. Les biens sont gérés par deux personnes officiellement, deux responsabilités, par les châtelains et par les cellériers. Le châtelain assure la justice et la sécurité, et le cellérier assure les économies et les impôts. Donc le châtelain, la sécurité des fiefs, par l'entretien des forteresses. Il assure aussi la justice, parce qu'il rend les jugements, mais des jugements de basse justice, et il fait appliquer les décisions et perçoit aussi les amendes. Le cellérier ne relève pas du châtelain, il n'est pas sous la responsabilité du châtelain, et lui, il assure les entrées et les sorties d'argent en nature. Au cours des comptes, donc on a plusieurs fiefs, mais en fait, l'ordre n'est pas logique, l'ordre n'est pas récurrent. Ce n'est pas parce qu'on commence avec le fief A, B, C, D, ensuite on va avoir le fief A qui va ressortir peut-être en premier, et ensuite on aura D, B et C, et puis ensuite on aura B, A, C, D. Donc il n'y a pas une récurrence dans la présentation des comptes. Les comptes se présentent sur des supports papier, donc sans interruption,
mais ne suivent pas l'ordre chronologique dans lequel ils ont été rendus. En fait, on se trouve devant des documents qui correspondent à une mise au propre. On n'est pas sur des documents qui sont vraiment de la prise de notes. À aucun moment, il n'y a d'ajout qui note la réponse à des questions qui peuvent indiquer que la copie serait une étape intermédiaire. On est sur un document final. Donc c'est une étape finale et stabilisée. Et au niveau de la langue, on a très peu de variations phonétiques. On ne peut pas dire qu'on est de la transcription de l'oral, si vous voulez. On a plutôt donc une langue qui relève de celle de l'auditeur de compte, qui rédige lui-même ou qui dicte, soit en scribe, soit en graphique, ça dépend de la terminologie. Alors, on a une variété graphique, mais je reviendrai quand je serai au niveau de la langue. Donc, on est plutôt dans une langue sectorielle, administrative, qui, par sa phonétique et sa morphologie, sa syntaxe aussi, présente quand même les caractéristiques du franco-provençal. Au niveau du lexique, on a les réalités quotidiennes, le monde rural, l'époque, la construction, et aussi pas mal d'informations sur les techniques séculaires locales. Pour le fief de Poncin, proprement dit, en fait, la cité de Poncin est accrochée au château des Thouars-et-Villars. Les contes ne nous font rien connaître de précis et de spécifique au niveau de son urbanisme, si ce n'est qu'on a des jardins qui sont situés à l'intérieur de la ville et à l'extérieur. On a également un pont, des portes, une halle très importante, puisqu'on a en gros 60 bancs. Dans le texte, on a une soixantaine de bancs, donc ça veut dire une soixantaine d'espaces pour échanger, une soixantaine de commerçants qui vont faire leurs échanges. On a également une grenette, un four, un toit public, des caves et des moulins. Poncin, en fait, est une étape indispensable entre Lyon et Genève. C'est un lieu de passage, mais ce n'est pas seulement qu'un lieu de passage, c'est aussi un lieu de commerce et donc où les échanges se font. Pour le territoire du fief de Poncin, on a des microtoponymes qui désignent les reliefs, les prés, les champs, des bois où l'on peut cueillir les châtaignes, les glands. On y trouve aussi le bois de chauffage, le bois pour la construction, et sont dispersées les carrières. En fait, on peut, sur Poncin, en tout cas, on peut estimer que l'espace est réparti en trois grandes catégories. D'une part, la culture des céréales, blé et avoine. Un endroit où on a une culture plus spécialisée qui est pour les vignobles et l'arboriculture. Et là, le seigneur investit dans des activités avec des dispositifs techniques, avec des moulins, avec un port fluvial. Et à la périphérie, on a l'espace domanial où on trouve les pâturages et les bois. Et en fait, cette organisation semble correspondre à un certain nombre de fiefs autour de Poncin. Au niveau du contenu des contes, les châtelains rendent séparément leurs contes, les célériers également. Donc on a d'une part les contes des châtelains et d'autre part les contes des célériers. Les châtelains rendent leurs comptes de façon pluriannuelle, alors que le célérier rend ses comptes une fois par an. Le rôle du châtelain, en l'absence du seigneur, il veille à la garde du château de Poncin et il a la fonction du pouvoir, en fait. Dans la châtellenie, il assure la surveillance de l'entrée de la cité de Poncin. Il peut toucher aussi certains droits quand il rentre, par exemple, des matières spécifiques comme le verre. Là, il va percevoir une taxe. Sur le territoire du fief, il assure la police, reçoit les plaintes, que ce soit des insultes, des blessures, des vols, des empiètements. Au niveau des blessures, on fait la différence avec les blessures, entre les blessures, il y a des blessures avec du sang et puis il y a les blessures où il n'y a pas de sang. Il relève les infractions, la fausse mesure, c'est-à-dire les fraudes, il impose des amendes. Au niveau de la fausse mesure, donc quand on doit, je ne sais pas, 30 bichets de blé, par exemple, 30 bichets d'avoine, vous pouvez verser votre... on va donc vous verser votre blé et il est dans des espèces de seaux. Et souvent, on entend parler de la rasitoire, c'est-à-dire la baguette qui sert à lisser les céréales au-dessus du seau. Soit ma baguette est horizontale, et donc mon contenu est juste,
soit j'ai fait une baguette un peu courbe, et ça permet finalement, au bout de 30 sauts, de récupérer peut-être un saut, hein, puisque c'est courbe, et donc de ce fait, je n'ai pas autant de céréales qui sont dans mon seau. Vous voyez, hein, donc baguette plate, hop, on a notre seau qui est plein, baguette courbe, on récupère un peu, mais le seau a l'air d'être plein. Donc ça, c'est ce type surtout de fausses mesures et de fraude. Le châtelain procède à la mise en location des biens seigneuriaux aussi pour les officiers, et il fait aussi des ventes de terrain. Quelquefois, on le voit partir en voyage pour des missions délicates, telles que le transport de fonds, puisqu'il va payer d'autres officiers. Alors le châtelain le plus connu, c'est Humbert d'Arbon. D'Arbon, c'est un nom bien connu et qui a son sens chez nous. En Savoie, en franco-provençal. Alors en Vallée d'Aoste, le Darbon, c'est... Bateau. Voilà, merci. En Vallée d'Aoste, je ne sais pas. Aussi D'Arbon. D'Arbon. Et alors, le châtelain va répartir l'argent. Il peut acheter des terrains pour le compte de son seigneur, mais il peut acheter aussi un terrain, et dans le fief de Français, c'est ce qui se passe. Il achète un terrain et il achète une construction, ce qui veut dire aussi que sa fonction peut lui permettre de monter dans la société, qui peut arriver à la naissance, qui peut arriver à un titre de noblesse sans être chevalier. Donc la réduction des comptes se fait le plus souvent à Pont-Cinq, qui sert de cours de compte au Trois-Rivières. La reddition de compte se fait pendant la période froide, c'est-à-dire à Salerne, donc aux alentours de Noël. La structure générale des comptes. On a régulièrement une introduction. Dans l'introduction, on a la date, les parties en présence, les circonstances. Ensuite, on a le développement avec les écritures enregistrées, comme aujourd'hui dans le compte. Et puis, en conclusion, on a le bilan. Et à l'intérieur, on a une microstructure. Cette microstructure est due à la pratique de l'habergement. Alors, pour ceux... Voilà. L'habergement, je pense que ce n'est pas forcément transparent pour tout le monde. Ça correspond à la pratique du bail amphithéotique, qui n'est pas non plus transparent pour tout le monde. Et le bail amphithéotique, c'est un bail qui va de 18 à 99 ans. Hein, ça veut dire que les terres sont louées pour des périodes assez longues. Alors, en introduction, vous en avez un exemple dans le document que je vous ai donné. On y reviendra. Si vous prenez l'extrait, alors je vous ai mis la photo et puis ensuite la transcription. L'extrait D, par exemple. Donc vous avez, on sait que c'est une reddition des comptes. On a les recettes, les dépenses. Les dates extrêmes de la période considérée, qui correspond à l'exercice comptable, le nom du cellérier. Donc dans notre document, notre cellérier, on retrouve Humbert d'Arbon. La présence ou pas du siège de Trois-Rivières et certains conseillers qui servent d'auditeurs de compte, la date et le lieu. Et souvent, on confirme que ces comptes sont faits à partir de divers documents. Donc, vous avez l'année de notre Seigneur 1340, le divin le vendredi, après la fête Saint-André, apôtre, donc là on est sur la période. Devant Humbert d'Arbon, qui est le châtelain, en présence de M. Guillaume de Bastard, Rénaud de Dortan, Louis de Saint-Julien et Agnès d'Avria. Voilà, ce sont ceux qui sont là pour vérifier que c'est bien juste. On a ensuite les dates. Et c'est à partir des documents qu'on retrouve dans El Chartrel. Ici, on a le Chartrel, et parfois vous avez les chartes, parfois vous avez différentes lettres. Je ne sais pas si je l'ai bien. Bon. Donc, dans l'introduction, au niveau du développement, on a deux parties, les recettes et les dépenses. Les dépenses sont appelées aussi mises. Et ces rubriques constituent le corps des textes et des dépenses. Là, pour le coup, on a un ordre qui est quasi constant. Les fiefs ne sont pas constants, mais là, on a toujours la même structure à l'intérieur du corps. Donc, recettes en argent, recettes en nature. Dans les recettes en argent, on fait d'abord le rappel des recettes qui n'ont pas été perçues, donc des retards. Ensuite, on a ce qui est en rapport avec le patronage, avec la protection. Donc, pour les jardins à l'intérieur, pour ce qui est des abords immédiats de la ville,
pour les fermes isolées, et puis on ajoute aussi les corvées. Ensuite, on a les rentrées qui sont un ensemble d'impôts. Alors, on a soit les tailles, soit les droits sur les ventes au marché, les droits sur les ventes de céréales et les droits de banque, donc sur la... On peut faire son commerce dans la halle, mais comme aujourd'hui, quand vous allez au marché, en tout cas en France, vous avez quelqu'un après qui touche les droits de place. Et là, vous vendez du drap, vous êtes drapier, vous payez un droit. Vous vendez du fer, vous payez un droit. Vous vendez des tissus, vous vendez un droit. Il y a les merciers, on voit aussi les boulangers, les boulangères, en fait, c'est toujours des prêtresses. Et puis, on a aussi des cordonniers, par exemple. Il y a un droit qui est particulier, c'est le sens, qui est dû par les banquiers, en fait. Et les banquiers, dans nos textes, sont toujours lombards ou juifs. Dernier, on a encore deux sens, on a le sens du four et le sens du moulin. Pour les recettes en nature, on a les recettes en froment, qui sont liées aux redevances dues par les communautés villageoises. Les meuniers paient la dîme et le sens. Et là, donc, ça frappe les transactions commerciales. Et puis, à partir d'elle, on a encore un impôt supplémentaire qui s'appelle le vintin. Et le vintin, lui, correspond à 5%. Au niveau des dépenses, on a aussi des dépenses en argent et des dépenses en nature. Les dépenses en argent, on a d'abord les travaux du château, les frais engagés par le seigneur et sa famille, et puis ses officiers. On a également les éléments nécessaires à la construction. Alors on va retrouver le sable, la chaux, les lauses, les pierres plates, hein, le bois, et les frais engagés également pour le vignoble qui a une place importante et pour les transports. Alors, de nos jours aussi, il y a un élément qui est relevé, qui est facturé, si on peut dire, c'est le papier. On ne s'attend pas vraiment à trouver, mais si, pour le papier, on doit tant de deniers à cette époque-là. Pour les dépenses en nature, on paye l'architecte, et sont comptés en dépenses en nature tout ce qui est la consommation, tel que le froment, l'avoine, et les autres produits agricoles. Et le vintin, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sert à la transaction sur les céréales, sert à construire ou à maintenir les murailles du bourg. C'est pour donc l'entretien du fief. En conclusion, on a le bilan des comptes. Le bilan est fait par soustraction entre ce qui est dû en numéraire, et ce qui est dû aussi en nature, au seigneur ou au célérier. Et souvent, le célérier ne peut pas payer parce qu'il n'a pas les fonds suffisants. Donc à ce moment-là, on retrouve une formule qui est la fin de son compte précédent, qui veut dire qu'on va faire un report sur l'année suivante. Alors, les dates que nous trouvons au niveau des comptes, les célériers font leur compte rendu à des dates précises. Dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, on voit qu'on est toujours placé sous la protection du Dieu, du Seigneur, un membre de notre Seigneur. Les années sont marquées par des repères qui sont les principales fêtes chrétiennes. On a Noël, Pâques, Pentecôte, Toussaint, et puis aussi l'Avent et Carême. Alors on a également des noms de saints qui sont particulièrement honorés autour de Lyon. Les seigneurs de Thouars-et-Villars dépendent de l'archidiocèse de Lyon. Donc on a Pierre, Paul, André, Martin, et on a aussi des saints qui sont moins connus, mais qui sont honorés à l'époque carolingienne, qui sont Julite et Cyr. Alors cette connaissance de la liturgie est partagée, et on a jusqu'à la précision de ce qui est chanté lors de l'introduction de la messe. Donc à Pâques, c'est le dimanche où l'on a chanté Reminiscere, qui correspond au 8 mars. Ou bien c'est le dimanche où on a chanté Oculi Mei, qui correspond au 15 mars. Donc on voit qu'il y a un partage du calendrier et qui est basé sur la liturgie. Au niveau des perceptions, en fait, l'année budgétaire se découpe en 4 trimestres. Alors au niveau de l'hiver, on a assez peu de choses, c'est assez peu actif, sauf le bilan à Noël, d'accord. Autrement, les règlements se font surtout au printemps, la Saint-Isidore, au 4 avril, et puis au niveau de Pâques. Mais Pâques, comme vous le savez, est une date qui est mobile. On n'est pas toujours sur le même jour. Donc on a des dates qui sont plus ou moins variables. Et là, cette période,
donc à Pâques, on a surtout les productions agricoles qui sont répertoriées. À la fin du printemps, Saint-Jean-Baptiste, le 25 juin, on trouve plus les droits qui sont dus par les commerçants et les artisans. Fin septembre, à Saint-Michel, on a plus les récoltes d'automne. Saint-Martin et Saint-André, ce sont les producteurs agricoles. Et puis à Noël, on retrouve les commerçants et les artisans, donc qui sont eux sur 2 périodes, au mois de juin et à Noël. Au niveau de l'économie, l'activité économique est essentiellement agricole. La culture des céréales est importante. On a une grande place pour le blé et l'avoine, je l'ai dit. On a également la production de chanvre, pour le tissage, pour les cordes, les pois, les vesses. Et on trouve explicitement le châtaignier et le noyer aux récoltes importantes. Pour la noix, le noyer, c'est assez intéressant de voir aussi, je vous ai dit tout à l'heure que le papier était valorisé. Pour les noix, on fait payer les noix entières en coque. On a un prix différent pour les noix, les cerneaux de noix, et on a encore un prix différent pour les noix véreuses, qui doivent être à destination des animaux, je suppose. Enfin bon, tout est valorisé. Dans le fief de Poncin, par rapport aux autres fiefs, on a la particularité d'avoir peu de volailles. Les gelines sont présentes, oui, mais elles sont en petit nombre par rapport aux autres fiefs. La production de cire, bon, Lydia vient de partir, mais elle va nous parler des abeilles, sert aussi de monnaie, et ça veut dire qu'il y a de nombreuses ruches. Alors, chaque foyer doit avoir sa ruche, même si avec la cire, on peut aussi avoir le suif. Et puis, on a aussi le travail de la vigne qui occupe beaucoup de bras. Alors, l'importance donnée au foin et à sa récolte peut s'expliquer par la présence d'un bétail important. Enfin, si on a autant de foin et autant de récolte, c'est qu'on a un bétail important. Et effectivement, on retrouve les bouchers, les vendeurs de cuir, les artisans de cuir et les marchands de sel. Et on a même quelqu'un, on voit autour des comptes, qui est, c'est un Benaton, je crois, qui est chargé avec son seau de porter dans les prés du sel aux vaches. Donc c'est sous la halle que les commerçants et les artisans se retrouvent pour faire ces échanges. La construction occupe aussi de nombreux métiers. On a les carriers, les producteurs de chaux, les maçons, les charpentiers, les poseurs de lauze qui trouvent sur place la pierre et le bois. On a les travaux sur les châteaux et les architectes sont dirigés en fait par un ingénieur. Alors je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir. Quelqu'un sait grossir là? Non? Oui. C'est un PDF. C'est un PDF? Ouais, c'est le PowerPoint. Non, c'est un PowerPoint. Ah bah si tu peux quand même en faisant. Faut que tu sortes, Faut que tu fasses échec. tu sortes de ton PowerPoint. Et ensuite. Oui, oui, c'est tout ça. Encore un peu. N'importe. C'est bon, vous voyez? Non, non. Si tu mets déjà en plein écran.